Bonjour Jean-François. Bonjour. Merci de me recevoir. Mais c'est un plaisir. Alors je suis ravi que tu me reçoives pour discuter de ton livre. Donc promis, j'arrête la langue de bois, c'est d'actualité en ce moment. Oui, j'espère surtout que j'ai tenu ma promesse. Oui, mais ça va nous donner l'occasion avec les internautes là, qui nous regardent de le vérifier encore aussi aujourd'hui, puisque comme tu sais, je ne suis pas journaliste, donc c'est vraiment l'idée d'être sans langue de bois. Alors je voulais juste savoir pourquoi tu l'as écrit, parce qu'il est donc quel objectif ? Je l'ai écrit pour une raison assez simple, c'est que j'en ai assez qu'on s'essuie les pieds sur les hommes politiques. Voilà, c'est très simple. J'ai choisi ce métier, c'est une passion. Et de ma génération, je suis par exemple un des seuls de mes copains d'études à avoir choisi de m'engager en politique. Tous les autres sont ailleurs, dans les médias, dans les nouvelles technologies, dans la finance. Ils sont ailleurs dans le monde. Je suis un des rares à avoir fait ce choix. Et donc j'ai envie de le porter, de l'assumer et quelque part voir sans cesse les gens dire tant de mal et penser tant de mal les hommes politiques. Je me dis il doit y avoir un problème quand même. Et donc écrire ce livre, ça a été aussi une occasion pour moi de mettre les pieds dans le plat sur un certain nombre de sujets, parce que je me suis dit que si les gens pensent autant de mal d'un certain nombre d'hommes politiques, c'est tout simplement parce que justement on dit pas les choses telles qu'on les sent, on se cache derrière son petit doigt, on n'assume pas. Donc dans le livre j'ai raconté un peu tout ça. J'ai parlé des hommes politiques et l'argent, les hommes politiques et les médias, le métier d'homme politique, la vie quotidienne d'un ministre, comment on est nommé. Je raconte beaucoup d'anecdotes d'ailleurs, un peu en live de ce que c'est que la vie, de la vie politique, parce que j'ai pensé que pour beaucoup de gens, ce serait intéressant de savoir comment ça marche, comment ça se passe. Et donc, il y a des tas d'anecdotes très, très concrètes. Oui, l'envers du décor, le fait d'être patriote, par exemple. Voilà, par exemple, je raconte... C'est ringard de dire qu'on est français, c'est ça Oui, oui, je trouve ça absolument insupportable. Et en même temps, je raconte une scène que j'ai ressentie fortement, qui était la scène du défilé du 14 juillet, où d'un côté, c'est très émouvant quand tu es ministre et que tu vois défiler l'armée française, surtout quand tu es ministre du budget, parce que tu regardes le budget de la défense, tu le connais. Et donc, de voir ça, c'est toute une symbolique. Enfin, moi, j'ai toujours rêvé de ça quand j'étais petit. Et puis en même temps de se dire, voilà, on est le 14 juillet au matin, il fait super beau, et pendant que tu regardes le défilé militaire, tu as tous tes copains qui te sont au bord d'une piscine. C'est quoi le patriotisme ? Ça peut pas être que le 14 juillet. Enfin, donc j'essaie de réfléchir un peu à toutes ces questions. Voilà. Donc l'idée, c'est de changer l'image, de donner une image du politique qui est la réalité, c'est-à-dire celui qui travaille beaucoup et qui change la France. Qui veut la changer et qui a bien du mal, parce qu'en réalité, parfois, il est très seul. On l'a vu, parce que je raconte les crises aussi qu'on a vécues. Parce que quand tu es porte-parole du gouvernement, tu as le privilège d'être dans la cabine de pilotage avec le Premier ministre, parce que tu es associé à la fabrication de la décision, puisque tu vas être amené à la remettre en perspective, à l'expliquer, etc. Bon. Donc je raconte, j'ai pris méthodiquement 4 crises qu'on a vécues depuis 2002, et que je raconte dans le détail. Donc j'ai parlé de la réforme des retraites, qui s'était plutôt bien passée, mais enfin on a quand même eu 2,5 millions de personnes dans la rue au mois de mai 2003, donc on a oublié que le temps, mais enfin c'est quand même lourd. Je raconte la canicule, qui s'est mal passée, dramatiquement passée. Je raconte l'échec du référendum européen, je raconte les banlieues, et j'essaye à chaque fois de montrer comment on a vécu ça à Paris, les QG opérationnels, les difficultés, les angoisses, les stress, aller à la télé, défendre, expliquer, enfin bref. Voilà, j'essaie vraiment de raconter la vie en live pour un homme politique qui a choisi de s'y coller, et je montre à la fois les moments de joie et puis les difficultés. Voilà. Alors justement, là, est-ce qu'on est dans une période de crise là, pour le gouvernement ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, on est dans une période de crise. Enfin bon, j'ai envie de dire, les épreuves, on en a traversé un certain nombre. Bon, je ne veux pas banaliser celle-là, mais enfin, c'est une de plus, quoi. Hein, voilà, ça fait partie du parcours initiatique. Donc tu es initié, j'ai vu que tu disais 1 an avant les élections, c'est toujours comme ça de toute façon, oui, à l'AFP ce matin. Oui, je dis ça parce que je le crois profondément. Je pense qu'effectivement, ça fait partie, en plus du reste, dans le circuit, tu as en plus à te taper le fait qu'1 an avant une élection, il y a toujours les coups les plus glauques qui sortent. Mais c'est à chaque fois pareil. En 2001-2002, je me souviens qu'à l'époque, on avait sorti déjà cette affaire de compte au Japon, qui était complètement bidon d'ailleurs du président, qu'on ressort là comme par hasard. Il y a 10 ans, c'était l'affaire Schuller-Maréchal, à quelques mois de la campagne présidentielle de 95. Enfin voilà, puis je crois qu'il y avait eu la feuille d'impôt de Chaban il y a 30 ans. Donc si elle est complètement bidon, ce qu'a déclaré le Canard enchaîné hier, pourquoi ne pas le dire franchement en fait ? Je l'ai dit, ça je l'ai dit assez clairement, le président l'a dit aussi, donc oui, on l'a dit clairement, bien sûr. D'accord, parce que sur la langue de bois, j'avais l'impression quand je lis, en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas une... Finalement, est-ce que c'est pas obligé est-ce qu'il n'est pas obligatoire de faire un peu de langue de bois ? Parce que quand je lis là je lis une dépêche AFP de 13h20 que tu as, où on reprend certains discours. Tu dis M. Chirac avait rappelé un certain nombre de principes comme l'exigence et l'honneur de gouverner.
Et ensuite, tu dis chacun s'est senti conforté donc, dans sa mission de membre du gouvernement. C'est un peu la langue de bois, ça, non? Non, enfin si, oui, si, je dis non, je vais te dire pourquoi j'ai dit ça. Mais d'abord, il faut quand même parler 2 secondes de la langue de bois, parce que oui, justement. Il y a la langue de bois, il y a la langue de bois inévitable et la langue de bois insupportable. Bon. La langue de bois inévitable, c'est celle que tu es obligé de faire, d'abord dans des circonstances très difficiles, genre crise internationale, prise d'otages, etc., où là chaque mot compte, ou bien quand on te demande de dire du mal de ceux avec qui tu travailles tous les jours. Bon, tu peux pas. Si tu le fais, tu peux plus travailler avec eux. Si tu te tapes tel ou tel de tes rivaux ou de tes concurrents dans une émission politique le dimanche soir, comment tu veux te réunir avec eux le mardi pour préparer la semaine? C'est impossible. Donc il faut essayer de montrer que voilà, cette langue de bois-là, elle est inévitable. Comme tu es obligé de choisir tes mots quand tu es en communiqué de sortie de Conseil des ministres. Donc il y a 2 Jean-François Copé, il y en a un là décontracté. Non, mais je vais te dire, c'est pas ça. Il y a 2 langues de bois. Il y a celle qui est inévitable, c'est celle que je te dis là. Il y a des trucs, tu es obligé d'avoir un langage un peu standard. Bon. Et puis, tu as la langue de bois insupportable. Et la langue de bois insupportable, c'est celle qui consiste à ne pas assumer les problèmes. Tu vois, c'est le ministre de l'Emploi qui dirait mais il n'y a pas de problème de chômage, alors qu'on a un chômage qui a monté. Mais d'ailleurs, j'ai mis des crédits, etc. Bon, le gars, il reçoit ça chez lui devant sa télé, il dit mais qu'est-ce qu'il me raconte avec ses crédits? Moi, je suis au chômage, je ne trouve pas, la NPE ne me reçoit pas, il n'a rien réformé, etc. Bon, c'est la sécurité. Je veux dire, pendant les années socialiste, la sécurité, il ne fallait pas en parler, parce qu'il paraît que c'était un sentiment d'insécurité. C'était mais totalement tabou. Bon, les gens hurlaient en disant mais qu'est-ce que c'est que ça? Et on a des voyous, on n'arrive pas à s'en sortir. Bon, voilà. Ça, c'est la langue de bois insupportable. C'est mais comment? Moi, le ministre, j'ai réglé le problème, j'ai mis des crédits supplémentaires. Tu sais que c'est pas vrai, ça énerve tout le monde. Ça ajoute au discrédit. Voilà. Et donc, je crois que ce qui est important, en réalité, c'est d'assumer. C'est d'assumer les problèmes. Par exemple, dire qu'on a un problème, dire qu'on n'a pas réussi, dire qu'on a des doutes, dire qu'on n'assume pas telle chose parce que voilà, on a échoué, parce qu'on n'y arrive pas. C'est beaucoup plus fort que de dire tout va bien, etc. Tu vois ? Et je crois en réalité que c'est cette langue de bois-là que les gens supportent plus. Tu vois ? Et moi, personnellement, je trouve que ça n'a rien d'infamant de dire qu'on n'a pas la vérité révélée sur tout. Si tu veux, l'image de la statue du commandeur type général de Gaulle, c'était certainement valable il y a 40 ans, mais je veux dire, en 2006, il n'y a plus personne qui recherche la statue du commandeur. On est en 2006, on attend des hommes politiques qui disent les choses, qui disent leurs épreuves, qui disent leurs doutes, qui disent aussi leurs convictions, tu vois. Est-ce que tu es prêt à te soumettre à 5 questions anti-langue de bois? Ça dépend lesquelles, mais je vais surtout te dire tout de suite, en fonction des questions que tu me poseras, je te dirai tout de suite quel type de langue de bois. Exactement. Ça, je retiendrai ça. Il y a 2 types de langue de bois. Une facile, si Sarkozy est le candidat de l'UMP. Est-ce que tu le soutiendras? Ah bah bien sûr. Mais ça, c'est même pas de la langue de bois, là, je te le dis clairement. Enfin, je veux dire, moi, chacun connaît mon positionnement. Et je le dis maintenant de manière très claire, parce que je commence un peu à vieillir, et donc à avoir ma propre... Non, mais quand je dis ça, à avoir aussi ma propre... Un peu plus de 40 ans, ça va encore. Non, mais quand je te dis vieillir, c'est pas dans le sens... c'est dans le sens commencer à avoir ma propre expérience, tu veux. Moi, j'ai démarré la politique il y a 10 ans. Mais je l'ai démarré parce que moi, je ne suis pas en politique fils d'archevêque, je n'ai pas été spécialement pistonné, recommandé, je me suis vraiment un peu démerdé. Bon. Donc, je suis allé à la conquête d'une ville difficile, qui était de gauche, avec des quartiers difficiles, qui est la ville de Meaux, qui m'a transformé. Oui, j'ai vu ça dans le livre. Que j'ai un peu transformé aussi, donc tu veux, voilà. Bon. Et donc j'ai aucun état d'âme à dire tout ça. J'ai été le plus jeune élu de l'Assemblée, j'étais le plus jeune battu. Donc là aussi, ça forme. Tu comprends ? À la fin, au bout d'un certain temps, ça fait partie du truc. Donc, ma réflexion sur tout ça, c'est que je vais soutenir le candidat qui sera choisi par ma famille politique avec mes idées. Tu vois ? D'accord. Voilà. Est-ce que tu penses que Jacques Chirac va le soutenir aussi sans réserve ? Toi, Oui, Jean-François Copé. Si c'est lui et que lui-même n'est pas candidat, oui, je crois, oui. D'accord. Oui, ça, Non, j'ai pas vraiment de doute sur cette question, parce que... Oui. Mais non, je crois pas, non. Mais c'est... Encore une fois, il y a beaucoup de si. Hein, Oui. Non, mais ce que je voulais, c'était avoir un peu ton opinion. Et sur Dominique de Villepin, est-ce que tu ne trouves pas que ces déclarations évoluent quand même quand on parle de discrédit des politiques en fonction de l'affaire justement Clearstream? Parce qu'il a démarré, au début, Sarkozy n'était pas du tout impliqué, puis ensuite un petit peu. Est-ce qu'elle ne change pas avec l'impact de la presse finalement? La presse a une emprise très importante sur le politique. Non, mais là, si tu veux, l'affaire Clearstream, c'est très particulier parce que c'est d'abord une violence médiatique absolument phénoménale. Ce qui est très intéressant à observer, c'est que tu as l'affaire elle-même qui quand même
relève de la compétence de la seule justice. Normalement, c'est vraiment la justice qui doit enquêter. Il y a une demande de vérité évidente, parce qu'il y a des gens victimes, dont le nom a été quand même foutu en pâture dans des conditions incroyables. Et puis tu as de l'autre, donc ça c'est la justice, c'est son job. Puis de l'autre, tu as le commentaire des commentaires. Ragots, rumeurs, déclarations tronquées, démentis, enfin, un truc de dingue. Bon, oui, mais alors, donc on gère ça au quotidien. Dans ton thème de discrédit du pression. politique, c'est vraiment, on est en plein dedans, quoi. Complètement. Mais moi, j'ai le sentiment, alors de citoyen, là, de voir quand même une situation évoluer, les déclarations de Miguel Villepin. Alors, je vais aller aux déclarations de Miguel Villepin. Alors, là-dessus, si tu veux, la question, c'est que c'est pas tellement qu'il a évolué ou pas évolué, c'est que la pression est extrêmement forte. Et elle l'est d'autant plus si on se met dans la peau d'une personnalité à qui on veut faire porter un chapeau qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qui a été son action. Bon. Et son travail, c'est d'essayer de le démontrer dans des conditions horriblement difficiles. Donc cette pression, elle est très forte. Quand il dit « il n'a jamais été question de Nicolas Sarkozy », il le dit avec beaucoup de sincérité. Enfin, je crois, j'étais pas là, mais je crois avoir compris ça. Parce qu'il dit « mais attendez, il n'a jamais été question d'organiser je ne sais quel complot ». Il le nie complètement. Et à ce moment-là, il dit « ah non, regarde ». On a dit que mais il dit oui en tant que ministre. Oui, le général. Et à ce moment-là, il dit oui, mais attendez, oui, on l'a évoqué en tant que ministre de l'Intérieur qu'il était à l'époque par rapport aux questions générales sur le sujet, mais pas pour dire on va le poursuivre. D'accord. Tu comprends? Oui, je comprends. Donc on rentre dans un espèce de processus où on n'a pas un Premier ministre qui s'explique à la limite de manière carrée, au calme, dans un bureau, avec en l'occurrence un juge qui vient l'interroger pour lui donner, etc. Là, c'est des bouts de machin dans tous les sens, chacun a son bout de vérité, il faut vendre le journal. Enfin, c'est un truc de dingue. Donc là, c'est l'emprise des médias sur le politique. Ça va être très difficile parce que vous passez de la grippe aviaire où finalement il faut parler que de la grippe aviaire. C'est ça, oui. Au CPE. Et quand t'es porte-parole, c'est ça toute la journée. Oui, d'ailleurs, c'est un des passages de ton bouquin qui, je crois que c'est Raphaël qui t'a dit à un moment, les bonnes nouvelles, c'est pour moi. Et les mauvaises, c'est pour toi, oui. Donc c'est pour toi les mauvaises... C'est assez drôle d'ailleurs, mais c'est assez bien vu. Mais c'est pour ça aussi que j'ai appelé ce livre comme ça, Promis, j'arrête la langue de bois, parce que c'est aussi pour faire un peu d'autodérision. Je vois pas pourquoi dans ce métier, on peut pas avoir de temps en temps mettre un peu d'humour. Les gens sont obligés d'être hyper coincés. On peut desserrer le string de temps en temps. Alors sur la langue de bois, mais encore une petite anecdote, mais c'est impressionnant ce ministère. C'est un village, c'est un campus ici. Oui. Ah, c'est extraordinaire. C'est immense. Ici, il y a 5000 personnes qui travaillent. C'est ça. Et qui travaillent, je le dis parce que personne ne le sait, jour et nuit. C'est un endroit où on travaille énormément. Mais sur les dépenses publiques, qui est un des points que tu traites de manière assez approfondie dans ton livre, est-ce que, oui ou non, il faut passer par une diminution très forte du nombre de fonctionnaires pour réussir Très forte. Moi, je crois que c'est pas l'alpha et l'oméga de l'économie et de la réforme de l'État. Pour l'instant, c'est... Non, mais bien sûr. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est cette idée ayatolesque de dire on baisse les nombres de fonctionnaires pour baisser le nombre de fonctionnaires. Je trouve ça mais complètement ringard. D'abord, je déteste tout ce qui est a priori idéologique dans un sens ou dans l'autre, aussi bien de mon bord que du bord d'en face. Bon. Donc le but, c'est pas de dire je ne veux pas qu'on remplace tant de fonctionnaires qui partent en retraite, parce que c'est hyper anxiogène. Le type se dit, mais attends, mais tu te mets à la place du fonctionnaire, il dit, mais attends, je suis dans les utiles ou dans les inutiles? Bon. Ensuite, tu te mets de la place du citoyen, accessoirement parent d'élève, qui dit, mais attends, ils vont me supprimer la classe près de chez moi, etc. C'est ce que je raconte d'ailleurs. Bon. Alors, donc il faut c'est-à-dire que ces personnes, c'est en fait, il faut diminuer, mais alors, ça doit moi, toucher personne. Je veux qu'on fasse des baisses Cela dit, documentées. Non, mais documentées. Voilà. J'ai donc fait... Les audits. Les audits. Un truc qu'on n'avait jamais fait pour l'État et que les entreprises connaissent par cœur, c'est-à-dire un principe de contrôle de gestion, et je lance une radiographie complète de l'État. Bon, je m'empresse de te dire que je n'ai pas inventé ça tout seul, je suis un obsédé du benchmarking. Je regarde tout ce qui se fait ailleurs. Mais est-ce que tu vas avoir le temps? Et donc, je me suis inspiré du modèle canadien pour le faire. Voilà. Et là, on est à un an des élections. Est-ce que... Non, mais attends. Ça doit être très frustrant, ça aussi. 100 audits sur 100 milliards d'euros, ce sera fait pour le mois de juin. C'est-à-dire que pour la préparation du budget, j'amènerai une copie au Premier ministre en lui disant, voilà, je te donne de quoi documenter les dépenses dont tu as besoin. Les économies dont tu as besoin. Mais derrière, ce qui doit être très frustrant dans le rôle du politique, c'est de te dire tout le monde va rentrer en campagne en septembre, parce que j'ai compris. Donc il me reste quelques mois finalement. Ça doit être très frustrant depuis 2002 d'être au gouvernement et d'avoir en fait... Est-ce que... Oui, enfin on vit avec. On le sait. On le sait, puis on peut peut-être être réélu. Finalement, un politique est assez précaire. Ah ben ça, alors là, c'est, je crois, quelque chose qu'il faut que les gens sachent. Il y a des gens qui croient qu'on a comme ça une rente à vie. On est viré, si on est viré, du jour au lendemain. C'est-à-dire, quand je dis du jour au lendemain, c'est pas genre on a une semaine, on a un mois de préavis. Non, c'est-à-dire que
tu es plus ministre parce que le nouveau est nommé, la passation de pouvoir se fait le lendemain matin, au plus tard. Oui, j'ai vu l'anecdote sur le fait qu'on t'avait même pas reçu quand tu avais fait une transition quelque part, Voilà. je crois, par téléphone. Mais justement, là, on a l'impression que vous attendez finalement. Enfin, alors, c'est un sentiment très personnel, là, c'est pas médiatique. Sur le CPE, moi, j'étais pour. Je vais te donner. Et moi donc. Voilà. Parce que je suis absolument pas pour la précarité, mais pour la flexibilité d'emploi en tant que chef d'entreprise. Là, je suis totalement d'accord avec tes idées, je dois le dire très franchement. Mais en revanche, c'est très frustrant parce qu'on se dit, mais c'est la rue qui commande, c'est des syndicats qui représentent 8%. Ah oui, mais c'est une très bonne question. Et je vais même te dire, c'est une des questions que je poserai à l'occasion du débat présidentiel l'année prochaine. Parce que je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça et qu'il faut absolument avoir un débat de fond sur la méthode de gouvernement. Sur le CNE, on va s'arrêter aussi, on va le retirer. Ça, j'espère pas, on en a signé près de 500 000. Mais c'est typique. Quel est le dilemme? Soit tu mets 1 an pour faire une réforme. Concertation, débat, dialogue, négociation, les retraites en gros. Ce que j'ai expliqué d'ailleurs. Ouais. Bon, 1 an. Et là, les bonnes âmes te disent quand même, 1 an, il fallait faire tout ça en 100 jours. Qu'est-ce qu'on a entendu, les 100 jours? Bon. Et puis tu as l'autre partie qui est de dire, non, il vaut mieux l'urgence. Exemple, le chômage des jeunes est très grave, on y va tout de suite, on est d'accord, le CNE a marché, on fait le CPE, on améliore un peu. Et là, on te dit, ah bah oui, mais il travaillait à la hussarde, il n'a pas dialogué. Mais vous auriez pu tenir, non? Mais moi, je suis d'accord avec toi, Loïc. Le problème, c'est qu'on n'est pas tenu, parce que les mêmes qui nous disent aujourd'hui, vous auriez dû tenir, ne nous ont jamais soutenus pendant qu'on a fait le boulot. Oui, mais alors on est piégé. Enfin, tu vois, c'est pas très rassurant non, mais pour c'est un pas que c'est pas citoyen, très là. rassurant. C'est bien d'en appeler chacun à ses responsabilités. Moi, j'ai le souvenir d'avoir vu des sondages qui étaient, à propos du CPE, extrêmement mauvais. Après qu'ils aient été bons au début, ils sont devenus très mauvais. J'ai le souvenir que la gauche et surtout l'extrême gauche ont bourré sur le thème de la précarisation, l'ultralibéralisme. J'ai entendu donc les adversaires naturels se comporter en adversaires naturels. Je n'ai pas entendu les alliés naturels. Ou plutôt ceux dont j'aurais pu penser qu'ils auraient pu dire, mais nous, on va créer de l'emploi. Non. Nicolas Sarkozy, tu veux dire? Non, je pense au MEDEF. D'accord. C'est vrai qu'il a été assez discret, oui. C'est pas qu'il était assez discret, c'est qu'il a passé son temps à dire, ah non, 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 ça va pas du tout. Mais si tu prends du recul, tu te dis, là, on a un gouvernement qui attend, qui a retiré quand même, qui n'a pas tenu finalement, sur des réformes beaucoup plus simples sur la cigarette dans les lieux publics. Oui. Bon, pareil, on attend à la fin de l'année. Non, mais là, honnêtement, les cigarettes, moi-même, qui étais pourtant très pro-CPE et qui était pour qu'on tienne, les cigarettes, j'ai dit, là, ça va, faut que ça s'arrête, là. Là, c'était trop. Honnêtement, c'était la même semaine que la fin du CPE, il fallait arrêter. Donc c'est une des contraintes du politique qui est de de gérer le timing. Non, mais ça c'est évident. Enfin, ça c'est du bon sens. Mais par contre, le sujet demeure, il faudra le traiter. En plus, la formule retenue n'était pas forcément la meilleure. Enfin, l'idée de faire un petit hall dans lequel on dit là, on a le droit de fumer, mais c'est tout. Oui. Pour terminer, parce que je sais que ton temps est précieux évidemment, mais tu restes, j'ai l'impression, très positif sur le rôle du politique, ce qui est très, très intéressant, malgré ces retours en arrière permanents. Est-ce que tu penses que... Parce que si on regarde l'image de la France à l'étranger, je sais qu'en tant que chef d'entreprise, je dois aussi la défendre, et je la défends, mais est-ce que tu es globalement positif sur le fait que les réformes que vous avez entreprises de gouvernements successifs en tant que porte-parole si on prend l'hypothèse que vous allez être réélu, je la prends, est-ce que tu penses arriver à un résultat très très concret et des résultats déjà concrets au-delà des audits que je pense tout à fait nécessaires? J'en suis même totalement convaincu parce que l'élection présidentielle, si nous la gagnons, créera forcément un moment de relégitimation très fort de tout ce que nous avons fait avant. C'est dont nous avons besoin en réalité. Car le débat l'année prochaine avec les Français, il va quand même porter là-dessus. On va leur dire, écoutez, on fait quoi? Est-ce qu'on revient en arrière? Est-ce qu'on dit encore un quart d'heure, monsieur le bourreau? Et dans ce cas, on va accepter de renationaliser EDF. 35 heures. Et 35 heures, de renationaliser EDF, de rajouter encore de la dépense publique à la dépense publique. Bref, de faire dans la démagogie la plus totale. Ou bien est-ce qu'à l'inverse, on pose les 2-3 questions fondamentales pour réussir cette élection présidentielle? Premièrement, comment on enraye le décrochage de la France? La question du travail, qui est à mes yeux une question majeure. Combien de temps on travaille? Comment on travaille? Le rapport entre l'entrepreneur et le salarié, etc. C'est une réforme que vous n'avez pas vraiment... Vous avez un petit peu à la marge. Pas suffisamment. Pourquoi? Parce que sauf politiquement, sur un vous point. ne pouviez pas retirer franchement les 35 heures non le plus. CNE, oui, ça je l'ai dit, mais sur le CNE, on a fait une avancée majeure. Oui. Et ça, on le doit à Pourvu Dominique de qu'il tienne. Villepin. Non, mais il tiendra. Deuxièmement, enfin sauf si les socialistes veulent le foutre en l'air. Le deuxième sujet, c'est la question de l'inégalité des chances. Moi, je suis maire d'une ville de banlieue, je sais aujourd'hui mesurer le drame de l'inégalité des chances, Et c'est de la essentiellement un discrimination. problème d'éducation. C'est un problème d'éducation. Mais là, il y a une problème... énorme réforme à faire qui n'a pas été entamée. Oui, que j'ai évoqué aussi d'ailleurs. Oui, c'est pour ça que je t'en parle. Et je le mettrai volontiers aussi. Mais là, c'est un électrochoc la... qu'il faut faire. Enfin, c'est vraiment... Oui, et je le mettrai volontiers dans la troisième sujet. Le deuxième, c'est l'inégalité des chances. Bien sûr, il y a l'éducation, mais il y a aussi la question des victimes du racisme,
de discriminations innombrables qui sont intenables dans une société dans laquelle chacun doit avoir sa place. Et puis le troisième point, c'est le rôle de l'État. Et là, on a 2-3 questions majeures à se poser sur notre modèle de protection sociale, sur la sécurité, sur l'éducation. Ça, je crois que c'est capital, c'est non négociable, et nous devons avoir ce débat. Moi, je fais plein de propositions très concrètes là-dessus, d'ailleurs. Comment je peux t'aider en tant que chef d'entreprise, mes amis chefs d'entreprise et mes amis blogueurs qui nous regardent les commentaires? Est-ce qu'on peut t'aider? D'abord, non seulement on peut, mais il faut. Moi, je pense que la politique est trop importante pour n'être confiée qu'aux politiques. C'est pas possible. On ne peut pas être seul contre tous et continuer de servir de cible comme au ball-trap de tous les démagos et de tous les archéos de service. C'est pas possible. Oui, en ce moment, c'est pas mal. Oui. Moi, je pense que l'idéologie et l'économie doivent divorcer. Je pense que c'est bien de faire de l'histoire et de la politique, mais il faut aussi faire de l'économie et de la géographie, voir ce qui se passe dans le reste du monde, voyager, etc. Bon. Moi, j'ai besoin de témoignages. Je pense que dans cette campagne présidentielle, ce qui sera clé, c'est qu'un certain nombre de chefs d'entreprise, qu'un certain nombre de blogueurs, tout court, participent au débat public. La campagne présidentielle donnera une large place à Internet. Moi, je suis très branché sur ces questions. Tu as un podcast, d'ailleurs? J'ai un podcast. Ça fait partie de ces sujets sur lesquels je souhaite qu'on puisse avancer. Il est absolument capital. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est qu'on est à un clic, le fait que tu me reçoives, voilà, et ça donne, tu verras, on va avoir probablement beaucoup de commentaires, j'espère que vous en mettrez un certain nombre, il y a eu 500 sur des précédents podcasts, et l'idée, c'est qu'on est très très proche, donc plutôt que de juste converser, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Donc c'est s'engager, c'est ça? Mais quand je dis s'engager, c'est pas uniquement prendre une carte dans un parti, c'est prendre des positions publiques. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire? C'est y aller, c'est dans des réunions, c'est s'exprimer, c'est de temps en temps des interviews. Les journaux sont là très largement ouverts à des interviews. Je suis chef d'entreprise, voilà ce que j'ai raconté. C'est le courrier des lecteurs. Les courriers des lecteurs dans les journaux, il ne faut pas hésiter à y aller. Il faut de temps en temps donner des témoignages à la télé. Avec les blogs, tu as 60 millions de personnes, 7 millions de Français qui les lisent, qui s'expriment en permanence. Voilà, et donc ça, c'est quelque chose d'absolument capital. Ça fait aussi l'opinion publique. Encore une fois, des témoignages de réussite, d'exemplarité, de mouvement, c'est très important. Donc on appelle les blogueurs à écrire ce qu'ils proposent à Jean-François Copé. Bien sûr, et qu'ils évitent évidemment la caricature, qu'ils essaient simplement de donner des témoignages en live de ce qui est réussi, pour essayer de ne pas laisser simplement la place à tous les ringards qui tirent la France vers le bas. Je vais t'en faire une sur une Silicon Valley à la française. Très bien. Parce qu'il y a une chaîne qui est un peu cassée là. J'achète. D'accord, je t'en ferai. Avec plaisir. Merci beaucoup Jean-François. Merci. À bientôt. À bientôt.